transports publics, un état des lieux et une perspective. Donc là, on va faire un tout petit point de contexte. Moi, j'ai un retour dans les oreilles qui est très désagréable, mais c'est pas grave. Donc un petit point de contexte général. Donc selon l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie, le secteur du transport est responsable d'à peu près un quart des émissions globales des équivalents CO2 qui sont en termes d'énergie dans le monde par rapport au transport. Et le transport routier en lui-même, c'est à peu près les trois quarts de ces 25%, soit de l'ordre de 18% à peu près globalement qui seraient responsables. Donc les transports routiers seraient tout le monde a des écouteurs. Est-ce que c'est bon là pour... Ouais. Désolé, mais c'est vrai que c'est techniquement, ça me pose un petit souci. Alors, je reprends. Donc, en gros, donc, les transports routiers en tant que tels représentent à peu près 18% donc, des émissions de gaz à effet de serre au niveau international. Alors, dans ce contexte, le fait de promouvoir les transports publics électrifiés, que ça soit du tramway, du bus, par les collectivités territoriales, c'est un levier évidemment très intéressant au niveau stratégique des collectivités. Par rapport également cette présence de plus en plus flagrante des transports électrifiés, que ce soit des tramways, des bus. Aujourd'hui, on pourrait parler même d'autres de type trottinette, par exemple. Ça donne aussi une image positive de ce mode ça donne déjà une image positive des transports en commun, ce qui est déjà un point important. Et le deuxième point, c'est que ça va donner aussi, peut-être inciter un peu plus les gens à utiliser les transports en commun de façon générale. Donc ça encourage des solutions alternatives. Donc voilà, c'est quand même un point important. On pourrait même rajouter que cette prise de conscience peut avoir également des répercussions sur les comportements des citoyens dans leur vie quotidienne, de façon générale. L'autre point positif, c'est l'amélioration de la qualité de l'air, qui est liée évidemment à l'électrification, avec évidemment dépendant de la production énergétique, selon le mode de production énergétique du pays. Mais comme dans la plupart du pays, donc l'urbanisation au Maroc est assez importante. Donc depuis 2008, il y a eu une stratégie nationale des déplacements urbains qui a été lancée afin d'améliorer la performance, le coût et les impacts environnementaux du transport au Maroc. Alors, en complément, une amélioration du financement d'infrastructures de transport a été possible grâce à la création d'un fonds qui s'appelle le FART, pour Fonds d'accompagnement des réformes du transport. Donc là-dessus, on aura peut-être quelques éléments complémentaires par rapport à ça. Et donc ce cadre a permis le lancement de plusieurs projets de public électrique, de transport public électrique, comme ceux de Marrakech, de Rabat Salé, et on aura évidemment une expérience de la ville de la région de Casablanca également tout à l'heure. Donc là, l'objectif, les trois intervenants ce matin vont présenter des expériences d'électrification des transports publics et identifier les enjeux. Alors, il y a trois niveaux d'enjeux, des enjeux technologiques, des enjeux économiques et également des enjeux en termes de gouvernance. Donc, ces points-là vont être abordés. Et l'idée aussi, c'est d'avoir un peu une vision sur l'avenir proche et peut-être à plus long terme. Le premier point, la première intervention dont on va avoir lieu ce matin, c'est plutôt sur les aspects de finance. Tout ça, évidemment, tous ces éléments-là demandent des financements. Donc, la première présentation, elle va nous parler d'un panorama de la finance du climat international dans le secteur du transport et la place des acteurs internationaux, infranationaux. Donc là, Monsieur Jawad El-Karaz, est-ce que vous pouvez commencer la présentation ce matin? Donc je rappelle, vous êtes président et fondateur du réseau Water Energy Climate Experts Networks. Je reste là ou... bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette session assez importante. Donc aujourd'hui, nous discutons de la mobilité durable, de l'électrification des transports publics au Maroc notamment, l'état des lieux et perspectives. Donc dans mon intervention, j'essaierai, comme ça, oui, j'essaierai de me concentrer sur le panorama de la finance climat internationale, de le secteur du transport,
ainsi qu'un un aperçu sur l'électrification et le rôle crucial des acteurs internationaux, régions, villes et collectivités locales dans l'accès et la mobilisation des ressources. Permettez-moi donc de rappeler ce que Monsieur le modérateur a mentionné déjà, que selon l'Agence internationale de l'énergie, le secteur du transport représente environ un quart des émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie. Donc plus de 3 quarts proviennent du transport routier. Donc face à cette réalité, l'électrification du transport public émerge comme un levier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air et favoriser une transition juste. Mais cette transformation nécessite des investissements massifs et c'est là que la finance climat internationale joue un rôle primordial. D'après le rapport Global Landscape et Climate Finance de cette année, publié par le Climate Policy Initiative, les flux mondiaux de finances climat ont atteint des niveaux records en 2025 avec plus de 1 200 milliards de dollars alloués annuellement à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Dans le secteur du transport, on parle de 15 jusqu'à 20% de ces fonds sont dirigés vers des projets de mobilité durable, dont une part croissante vers l'électrification. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, dans son Global EV Outlook 2025, prévoit que d'ici 2030, plus de 250 millions de véhicules électriques seront en circulation dans le monde, avec un focus sur les bus et les flottes publiques pour accélérer la décarbonation. Les principales sources de financement, donc je peux notamment mentionner les fonds multilatéraux, comme le Green Climate Fund, le Fonds vert du climat, qui a approuvé plus de 12 milliards de dollars pour des projets de transport durable depuis 2015, dont plusieurs en Afrique et au Moyen-Orient. Donc le GCF priorise en fait les pays en développement avec des subventions et prêts concessionnels pour l'électrification des bus et tramways. Il y a aussi les banques de développement, notamment la Banque africaine de développement, qui ont investi de 50 milliards de dollars en 2024-2025 dans des infrastructures vertes. Un rapport de la Banque mondiale sur la décarbonation du transport au Maroc souligne que l'électrification pourrait réduire des émissions de secteur jusqu'à 30% d'ici 2030, via des techniques comme les bus électriques et les systèmes intelligents. Les initiatives aussi bilatérales et privées, je peux citer notamment l'International Climate Initiative, ECI de l'Allemagne, qui finance des projets de mobilité durable pour plus de 800 millions d'euros, ou encore des partenariats publics-privés, PPP, mobilisant des fonds via des instruments blended finance, finance mixte, mélange des capitaux publics et privés pour réduire les risques. Et selon un rapport récent de IOI sur la finance climat internationale, ces mécanismes ont catalysé plus de 200 milliards de dollars en investissement privé, en particulier pour les véhicules électriques lourds, comme analysé par l'International Transport Forum. Si on parle au niveau régional, en Afrique et la région MENA, l'électrification des transports publics est soutenue par des programmes comme le Unlocking Electric Mobility Potential, MENA, SMAP, qui identifie des opportunités pour augmenter la part des énergies renouvelables dans les flottes publiques. Ces financements ne se limitent pas à l'achat des véhicules, ils couvrent aussi les infrastructures de recharge, les formations et les études de faisabilité, avec un accent sur la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Dans les pays du Golfe, par exemple, des initiatives comme celle des Émirats arabes intègrent des financements pour des réseaux de recharge scolaires alignés sur leur objectif net zéro, comme le souligne le rapport PwC sur les camions lourds durables de la région de Moyen-Orient. Au Maroc, ce panorama international se traduit par des avancées tangibles alignées sur notre stratégie nationale des déplacements urbains de 2008 et notre contribution déterminée au niveau national NDC, qui inclut 7 actions d'atténuation dans les transports. Le Fonds d'accompagnement des réformes de transport a permis de financer les infrastructures, mais les financements internationaux amplifient ces efforts. Le Maroc est d'ailleurs le premier récipiendaire de finances climat de MENA, capturant 45% des fonds approuvés dans la région selon le Climat Fund Update de cette année. Je peux citer des exemples, je pense qu'on aura l'occasion de parler de la région de Casa, mais je pourrais donner déjà des exemples à Casa et Rabat Salé, comme vous avez mentionné, monsieur le modérateur. Les réseaux de tramway électriques ont été particulièrement
ou partiellement financés par la Banque européenne d'investissement, la KfW allemande, avec plus de 300 millions d'euros investis pour réduire les émissions et améliorer la mobilité. Ces projets ont démontré une réduction de 20 à 30% des émissions locales et la BEI prévoit de continuer son soutien en 2025 avec 500 millions d'euros pour les infrastructures durables. À Marrakech, le réseau de bus à haut niveau de service intègre 20 bus électriques fournis par la COECA, agence coréenne, dans le cadre d'un partenariat de 15 millions. Vous m'entendez? Trop de bruit, non? Ça va? Ouais. D'accord. Donc, la COICA, l'agence coréenne, je disais, dans le cadre d'un partenariat de 15 millions de dollars combiné à des systèmes intelligents pour optimiser les itinéraires. À Rabat, un programme pilote d'électrification du bus soutenu par le GCF et l'ETF vise à étendre la flotte de Salé et à Timara avec des financements de plus de 50 millions de dollars pour transformer les plans climatiques en infrastructures vertes. Selon un article de l'African Center for Sustainable Development, ces initiatives positionnent le Maroc comme leader africain en mobilité électrique avec un potentiel de création de 10 000 emplois dans la chaîne d'approvisionnement. Ces expériences marocaines font écho à celles d'autres dans la région MENA et dans les pays du Golfe. En Égypte, par exemple, où j'étais les dernières 3 années, l'électrification du métro du Caire bénéficie du financement de la Banque mondiale et du GCF, visant une réduction de 25% des émissions urbaines d'ici 2030, similaire aux défis marocains en termes d'infrastructures de recharge. La mobilité électrique à Amman, la Jordanie, c'est un vrai exemple de la région MENA, connaît un essor remarquable ces dernières années. Le pays s'est positionné comme un leader régional de l'adoption des véhicules électriques, avec Amman en tête de ces initiatives urbaines. En 2023, la Jordanie comptait environ 7200 véhicules électriques immatriculés, soit une augmentation de 128% par rapport à 2021, principalement concentrée à Amman en raison de sa densité urbaine. Le pays vise une part significative des véhicules électriques dans les nouvelles immatriculations, se classant deuxième après le Norvège en termes de proportion de vente de véhicules électriques neufs. Cela s'explique par une dépendance historique aux importations de pétrole et une volonté de réduire les émissions CO2, alignée sur l'objectif de 50% de l'électricité renouvelable d'ici 2030, fixé par le ministère de l'Énergie jordanien. Aussi, j'aimerais bien aussi accentuer que la Jordanie collabore avec l'Allemagne et le Maroc pour des échanges sur les mobilités et des événements comme la conférence de 2019 sur l'Electric Mobility in Jordan ont posé des bases d'un système de transport futuriste. Dans les pays du Golfe, rapidement, donc les Émirats ont développé plus de 500 bus électriques à Dubaï via des PPP, des partenariats publics-privés, financés par des fonds comme l'EKI de l'Allemagne, intégrant des chargeurs solaires pour aligner avec leur objectif de 50% de l'électricité renouvelable d'ici 2030. L'Arabie saoudite, à son tour, investit dans des projets comme NEOM avec des financements multilatéraux pour des transports zéro émission, mais fait face à une dépendance aux combustibles fossiles plus marquée que le Maroc. Ces exemples montrent des opportunités de collaboration régionale. Donc, il y a des success stories, il y a des choses, je pense, intéressantes dans la région. On pourrait peut-être en tirer des leçons. Des rapports comme celui de World Resource Institute soulignent aussi que les pays à revenus intermédiaires comme le Maroc et l'Égypte pourraient mobiliser pour le financement via des instruments de réduction des risques tels que les garanties de prêt. Donc, c'est ici que les acteurs infranationaux, régionaux, communes et collectivités territoriales entrent en jeu de manière décisive. Selon le rapport Subnational Climate Finance Trend de l'NDC Partnership, les gouvernements locaux contribuent à plus de 70% des réductions d'émissions urbaines, mais ne reçoivent que 10 à 15% des financements climat directs. Elles sont pourtant essentielles pour implémenter les NDC au niveau local en adaptant les projets aux besoins spécifiques. Au Maroc, les régions comme Casastat montrent l'exemple. En partenariat avec des fonds internationaux, ils pilotent les PPP pour l'électrification, mobilisant les blended finance pour impliquer les opérateurs locaux, comme dans le projet tramway financé par la BEI, etc. Donc, pour résumer, les acteurs locaux peuvent accéder directement aux fonds via des plateformes comme le CHAMP, Country Platform for Climate Action, qui coordonne les stratégies nationales avec les investissements internationaux.
Ils peuvent catalyser l'innovation, par exemple, en utilisant les instruments de finance souverains, rapport TPI 2025, pour des obligations vertes subnationales, finançant des flottes électriques. Et aussi, ils peuvent promouvoir l'inclusion en impliquant les communautés pour une transition juste, créant des emplois verts et réduisant les inégalités qu'on vit en Tunisie avec des projets d'électrification rurale financés par la Banque africaine de développement. Finalement, donc, j'allais citer un dernier rapport où on parlait d'un renforcement des capacités locales pour intégrer les priorités urbaines dans les plateformes nationales, multipliant ainsi les flux financiers. Au final, les acteurs infranationaux ne sont pas de simples exécutants. Ils sont des moteurs de changement capables de débloquer les investissements systémiques, particulièrement dans le contexte de MENA, où les défis comme l'urbanisation rapide du Maroc et de l'Égypte, par exemple, et la diversification énergétique, comme les pays du Golfe, appellent des approches adaptées. Donc, finalement, je conclus avec des perspectives et conclusions. Pour l'avenir, le rapport OPEC Fund Climate Finance de cette année appelle à catalyser les changements systémiques via des réformes politiques et des investissements inclusifs au Maroc en renforçant les partenariats comme ceux avec l'IKI ou la Banque européenne, la Banque africaine de développement. Nous pouvons accélérer l'électrification visant 50% de flotte publique électrique d'ici 2030, tout en s'inspirant des pays du Golfe et intégrer plus de renouvelables dans leur transport, comme le suggère l'Institut Carnegie Endowment. En conclusion, le Finance Climat international offre un arsenal puissant pour la mobilité durable, mais son efficacité repose sur l'engagement des acteurs infranationaux et sur les leçons partagées entre le Maroc et les pays MENA. À COP30, on est là maintenant à Belém, engageons-nous à renforcer ces liens pour une transition juste et résiliente. Finalement, je voulais juste mentionner que ça fait 2 semaines, on a organisé avec le GCF une formation à Rabat avec différents acteurs pour les former comment développer cette pipeline de Bankable Project, les projets bancables qui peuvent obtenir ce financement du GCF. Donc, je pense qu'il y a des opportunités immenses qu'on devait en tirer un profit. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je vais passer la parole à Madame Goksen Sahin, donc, qui travaille pour l'ICLEI. Donc, le CLEI, c'est français, ça serait les collectivités locales pour le développement durable. Et on est également sur un poste de Europe Policy and Advocacy Lead. Je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok, merci pour l'invitation. Donc, je vais continuer par où vous avez laissé parce que je pense que c'est très important de reconnaître la réussite des villes marocaines, mais aussi d'avoir une perspective un peu à long terme pour voir comment on peut les accompagner, pas seulement pour électrifier le système de transport, mais pour traverser plus au programme de mobilité durable et multimodale. Donc, je pense que c'est très important. Je travaille plutôt avec les pays européens, mais même en Europe, on voit on a un problème de capacité au niveau local pour pouvoir planifier des programmes de mobilité durable et multimodale. Donc, si on regarde du point de vue de COP aujourd'hui, donc les collectivités territoriales sont en première ligne pour transformer les systèmes de mobilité. Et vu que la plupart des émissions des villes viennent de mobilité et du secteur de transport et du secteur des bâtiments, en fait, si on arrive à trouver des moyens pour implémenter des solutions plus efficaces, là, on peut vraiment accélérer l'implémentation de l'accord de Paris. Donc, il faut qu'on voit les villes comme les premières alliées des parties de l'accord de Paris pour implémenter les objectifs. Et donc, le fonds pour soutenir la mobilité durable au Maroc, ça, c'est une première étape pour voir les villes comme un partenaire pour implémenter les objectifs. Donc, de ce côté-là, c'est vraiment un fonds pour féliciter et aussi pour continuer. Vous avez partagé les exemples de Casablanca et Rabat qui sont très importants, mais quand on voit la capacité des villes qui sont un peu plus petites que Casablanca et Rabat, on voit qu'il y a un peu de problème de capacité.
qu'on essaie d'adresser ici à COP aussi. Donc, comment on peut soutenir le développement du capacité. En tant qu'ICLEI, ce qu'on fait, c'est on a un programme qui s'appelle Transformative Actions Program. On travaille avec les villes. Donc, on entend beaucoup de projets par les villes, mais le problème, c'est que ces projets, et on sait que les fonds publics ne sont pas suffisants pour financer tous les projets transformatifs au niveau local, et on a besoin de financement privé. Mais par contre, le secteur privé nous dit que ces projets ne sont pas bancables pour nous. Donc, on accompagne les villes via Transformative Action Program à renforcer leur capacité à travailler avec les villes pour que les projets qu'ils proposent soient bancables. Donc, on peut utiliser un peu de fonds publics, mais on complète le besoin de financement via le financement privé. Donc, ça, je pense que plus on avance dans l'implémentation des NDC, plus on va avoir besoin de ce genre d'outils pour complémenter la capacité des villes pour vraiment passer aux mobilités durables. Donc, aussi, donc, quand on parle de l'électrification du secteur de mobilité et du transport, il faut aussi, vous avez mentionné des emplois qui ont été créés. Je pense que ça, c'est un aspect très important aussi. Déjà, en Europe, on a mis l'objectif de ne plus avoir des voitures qui utilisent diesel à partir de 2035. Et on voit que ça crée des tensions dans la société. Parce que là, la société n'est pas capable de changer leur voiture d'ici 10 ans parce que c'est leur investissement. Et quand on voit dans certains pays comme Roumanie, comme Lituanie, comment on dit, le revenu des gens, ce n'est pas possible de leur dire, nous, il faut installer un chargeur électrique et passer aux mobilités. Donc, tout l'aspect de transformation de mobilité doit venir avec aussi ce côté des politiques sociales. Et il faut prévoir aussi comment, donc les bus électrifiés, ça doit être vraiment la ligne première à mettre en place. Comme ça, la société est encouragée de prendre le transport public. Et la deuxième ligne, de plus on avance en termes de chargeurs, de capacité d'infrastructure pour pouvoir électrifier toute la mobilité, là, à ce moment-là, il faut réfléchir et il faut prendre en compte les politiques sociales qui peut encourager la société de changer leur mode de transport. Donc ça, c'est pas seulement lié, quand on pense à ces termes-là, c'est pas seulement lié à transformer le secteur de mobilité, c'est vraiment lié à transformer une ville, comment on vit, quels sont les soutiens qu'on donne à la société pour qu'ils changent leur comportement. Et il faut penser un peu, quand on pense un peu d'un côté horizontal et on connecte la mobilité, donc, comment on se déplace pour aller au travail ou pour aller à l'école. Et quand on le connecte avec comment on vit, quelles sont les capacités de nos bâtiments, quel devrait être le niveau de décarbonisation de nos bâtiments. Et aussi, on le connecte avec le côté social. Ça, on avance vraiment très rapidement dans l'implémentation des objectifs de l'accord de Paris, mais aussi on le connecte avec toutes les discussions qu'on a maintenant ici avec le Just Transition. Donc, comment on peut le faire d'une façon qu'on intègre la plupart des sociétés. Donc, je pense que quand on pense de cette perspective globale, vraiment l'exemple du Maroc et de ce fonds pour aider aux villes pour développer leur mobilité et d'avoir cette connexion du ville ou du niveau local au niveau national, c'est un exemple. Et d'où viennent aussi après la valeur ajoutée des réseaux comme ICLEI. Donc, on doit, en tant que réseau international, doit promouvoir ces exemples qu'on a dans certains pays aux autres pays pour pouvoir accélérer ces transformations au niveau global. Là, je ne sais pas si vous suivez aussi les négociations, mais le Urban Envoy a proposé d'avoir un one-stop shop, donc un point où les parties de l'accord de Paris peuvent apprendre quel genre de solutions urbaines sont implémentées dans certains pays et peut s'inspirer
et avoir un échange et après les implémenter. Je pense que ça, on doit aller plutôt vers l'implémentation. Donc, on dit que c'est un COP d'implémentation, ce COP. On doit réfléchir comment on peut vraiment avoir un one-stop shop, que l'exemple du Maroc et les autres exemples qu'on a dans les différents pays peut être implémenté, peut être transféré aux autres pays d'une façon plus systématique. Donc, j'entends les exemples et je connais les exemples du Maroc, mais aussi je vois leur importance au niveau global et il faut peut-être dans les prochaines semaines trouver des moyens et en tant que point focal des autorités locales dans les négociations, en tant qu'ICLEI, on voit ça comme un rôle pour nous de vraiment trouver un moyen de mettre en valeur tous ces exemples au niveau international pour dire que si c'est un COP pour l'implémentation, là, on doit vraiment mettre en valeur les efforts des villes et aussi les efforts des États pour soutenir l'action locale et qui voient qu'en fait, cette action au multiniveau peut vraiment accélérer l'implémentation et atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Merci. Donc là, notre troisième intervention ce matin. Donc, Monsieur Abdelaziz Mazouz, donc président de la région Casa-Ceta, va aborder donc le retour d'expérience. Il a déjà un petit peu évoqué un peu hier, déjà dans le side event précédent, donc le retour d'expérience des collectivités territoriales au Maroc, avec les problématiques, à la fois les problématiques environnementales que vous aviez abordées, mais également des choses du pragmatisme, à savoir en termes également les limites en termes de financiers, hein, de mettre en place tout un système de, par exemple, de bus électriques, et aussi peut-être le fait déjà développer du transport en commun, c'est déjà une première bonne étape en termes d'amélioration des émissions. Je vous laisse la parole. On a une bonne dizaine de minutes pour laisser la place aux questions, hein, une bonne 12 minutes, là, sans problème. Merci beaucoup. Tout d'abord, avant d'entrer un peu dans ce que j'ai envisagé de dire, je prends deux informations importantes. La première, c'est que le Maroc a appris à démarrer les choses en comptant sur lui-même. Et c'est comme ça que les grandes stratégies ont fonctionné. Et c'est quand on démarre nos stratégies, quand les partenaires savent que nous savons où nous allons et comment y aller, là, ils viennent pour justement appuyer notre effort. Ça, c'est très important. On a dépassé le temps où il y avait des partenaires qui venaient avec une ordonnance et un financement. Donc, le Maroc a, depuis pas mal de temps maintenant, appris à approcher les choses autrement. Deuxièmement, le Maroc est aujourd'hui le pays où on fabrique le plus de véhicules électriques en dehors de l'Europe, notamment des véhicules légers français, hein, qu'il s'agisse de marques Renault ou de les marques sous l'ombrella de Peugeot, donc sont fabriqués au Maroc en grande quantité, notamment tout ce qui est véhicules légers et à bas coût. Et troisième, c'est juste une petite correction, il faut peut-être une précision. L'intervention de la BEI dans le financement de la mobilité au niveau de Casablanca c'est une intervention partielle, hein, donc le gros du financement vient de l'effort propre au Maroc, donc qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités locales concernées. Donc juste pour que je puisse démarrer sur des bases, on va dire, un peu plus précises par rapport à ce que j'avais prévu de dire. Je vais articuler mon intervention sur deux niveaux, un niveau Maroc et un niveau région, pour illustrer ce qui est fait et comment une vision régionale au niveau, je dirais, méso,
mais aussi au niveau micro par les communes, peut s'harmoniser avec la vision nationale et comment elle peut donner donc des résultats. Le Maroc s'est fixé comme objectif d'atteindre, dans le cadre de son mix énergétique bas carbone, atteindre un minimum de 53% d'énergie propre à l'horizon 2035 et 96% à l'horizon 2050. Ce qui implique, par exemple, pour les 53% à l'horizon 35, sur lesquels on a plus de visibilité, et le Maroc s'est engagé là-dessus, une réduction inconditionnelle de 21,6%, c'est-à-dire par les fonds propres, encore une fois. Donc, on démarre par nos propres moyens pour donner des preuves et que les partenaires suivent, et 31,4% sur les 53, donc conditionné par, bien sûr, le soutien. Donc, ça veut dire que nous avons commencé, nous allons continuer, mais à un moment, il va falloir se remplir cette condition de soutien privé dans les programmes internationaux. Deuxièmement, je voudrais rappeler que la Charte nationale de mobilité durable et inclusive à l'horizon 2035 prévoit des priorités comme la décarbonation des transports, le développement multimodal ou du multimodal, bus, train et tram, et des zones à faible émission. Les régions ont pratiquement chacune son plan de mobilité régional et les villes des plans de déplacement communs. La stratégie nationale bas carbone 2050 prévoit dans son axe 4, et je cite, promouvoir une nouvelle politique des régions et villes. Pardon? J'entends quelque chose là. Est-ce que vous m'écoutez? Hein? Yes. Donc la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050 prévoit dans son axe 4 de promouvoir une nouvelle génération de régions et villes sobres et intelligentes en les dotant de plans de transport zéro émission et d'une logistique favorisant la multimodalité et intégrant les nouvelles technologies numériques. Donc, rappelez-vous ces 3 points. Émission zéro, logistique favorisant la multimodalité et des transports et des nouvelles technologies numériques. C'est ce qu'on va retrouver dans les différentes politiques au plan de développement de mobilité dans les différentes régions. Alors, quelques chiffres connus à la date d'aujourd'hui. Nous avons un plan de développement du RER à l'horizon 2029 de 48 milliards de dirhams sur 3 régions. Casa-Stade, Rabat, Kénitra et Marrakech-Safi. Et donc avec un linéaire de 200 km. Le tram, nous sommes déjà à 16 milliards avec 93 km. J'entends autre chose, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez le même parasite. Les BHNS, c'est-à-dire c'est des bus qui circulent donc dans un site propre et donc qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre, 73 km sur 2 régions et 3 milliards de dirhams. Les 2 régions, c'est Rabat Salé et Casa-Stade. Et puis donc un programme 2025-2029 de 3746 bus, 3746 nouveaux bus qui sont donc qui répondent aux normes Euro 5, c'est-à-dire qui sont faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, mais qui fonctionnent avec le gasoil et le gaz, donc avec un budget de 11 milliards de dirhams. Donc si vous voulez, on a donc un total connu aujourd'hui, engagé de 78 milliards de dirhams, sur lequel il n'y a que 11 milliards, c'est-à-dire à peu près 20%, qui sont dans ce que je peux appeler des énergies conventionnelles. Tout le reste, c'est des moyens de transport public à énergie propre.
Maintenant, je vais au cas de la région Kazakhstan. Nous avons un plan de développement régional qui est de l'ordre, qui a démarré avec 47 milliards de dirhams. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 60 milliards de dirhams à la faveur de tout ce qui est lié à l'organisation de la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique. Sur ce programme de quelques 60 milliards de dirhams, il y a à peu près 30% qui sont destinés à tout ce qui est durabilité. Et sur ce total également, il y a à peu près 27% qui sont destinés à la mobilité. Et dans cette mobilité, il y a tout ce qui est transport public, mais il y a aussi tout ce qui est réseau routier. Parce que lorsque nous voulons réduire les émissions de gaz à effet de serre en matière de transport en général et de transport public en particulier, on peut agir sur les véhicules, sur la nature de la locomotion, mais on peut agir aussi et on doit agir aussi sur la façon de circuler. Donc, nous avons et nous continuons à investir énormément sur l'élargissement et la rationalisation des distances. La Coupe du Monde exige des distances en minutes entre les hôtels et les stades. Donc, nous voulons gagner des minutes et ça coûte de l'argent, mais c'est un héritage que nous gardons pour la suite. Et nous agissons bien sûr sur tout ce qui est outils ou moyens de transport. Donc, je vais insister sur ces questions de moyens de transport. Donc, nous travaillons et nous sommes en train de concrétiser déjà un mix mobilité qui est a pris comme principal axe, et je dirais une vision, avoir une mobilité durable, sécurisée et accessible. Donc durable, moins consommatrice de moins d'énergie fossile et émettrice de moins de carbone possible. Sécurisée, donc il faut qu'elle respecte la sécurité du citoyen, et accessible, c'est-à-dire qu'elle soit accessible en termes de coût pour le citoyen, pour qu'on puisse chasser le transport individuel, parce que le principal concurrent, c'est le transport individuel, et ensuite permettre aux citoyens d'y avoir accès le plus possible à des temps réduits. Passons à des écarts de transport public en termes de minutes, d'à peu près une moyenne de 20 minutes, on va atteindre 10 minutes, on réduit de 50%. Donc, pour certains cas, c'est moins de 6 minutes. Donc, cette accessibilité, temps, proximité et coût, est déterminante dans la vision. Et pour cela, nous avons pris un schéma de mobilité avec le ferroviaire comme épine dorsale. Pourquoi le ferroviaire? Parce qu'il répond à ces éléments, durabilité, accessibilité et sécurité, et parce qu'il prend le maximum de personnes aussi. C'est une question de charge et de capacité. Donc, dans ce ferroviaire, il y a déjà en place le tram, et il y a déjà des trains qui circulent, mais nous élargissons les trains régionaux en particulier, et les RER donc, qui se mettent en place. C'est un programme de 48 milliards de RER qui est investi par 3 régions, Casablanca, Stade, Marrakech-Safi et Rabat-Salé. La région a mis 16 milliards là-dedans. Et c'est l'État et la région qui investissent là-dedans pour l'instant, et nous comptons justement sur les partenaires pour faire la pointe là-dessus. Et quand j'ai dit épine dorsale, une épine dorsale est arrosée par des vaisseaux et par des côtes. Et pour cela, donc, on priorise toujours les moyens de transport qui ont le plus de capacité. Donc, c'est là où viennent les bus qui peuvent également relier les différents coins non servis par le ferroviaire, et également les grands taxis ou les transports à la commande en utilisant un système digitalisé justement de transport à la commande, et un système digitalisé de multimodalité qui permet aux citoyens donc d'entrer sur l'application et de choisir le chemin critique pour se rendre d'un point A à un point B et l'outil de transport qu'il convient d'utiliser. Voilà, résumé en quelques mots ce que nous faisons. Merci.
Merci. Petite, le temps faire une petite synthèse des présentations. J'entends pas. Oui, oui, bonjour. Uniquement ce qu'il a dit, monsieur, notre président de la région de Casablanca. Comme vous le savez très bien, parce qu'il y a une stratégie nationale du ministère du Transport et en même temps, il y a des choses qui sont déclinées au ministère de l'Intérieur par une stratégie nationale 2025-2029 qui comprend presque, c'est-à-dire l'amélioration du transport et tout ça, et en même temps, la solution de gouvernance est très importante. Dans ce cadre, il y a cette stratégie basée sur 5 axes, normalement sur le modèle de gestion, ainsi que sur la qualité des services et l'attraction d'investissement. Et plus important pour nous aujourd'hui, c'est l'axe 5 qui se base sur le transport durable. C'est-à-dire comment avoir une connexion entre les différents transports et en même temps, comment sont les plus importants, c'est les citoyens. Comment sensibiliser les citoyens pour utiliser le transport commun. Ils ont presque pour le tramway, vous trouvez par exemple, surtout à Rabat ou Casa, où il y a des parkings juste à côté des tramways pour faciliter la tâche au transport commun. Comme ça, ce sont des choses qu'on prend comme stratégie. Il y a bien sûr modernisation de transport avec des contrats actuels pour oublier l'ancien modèle de gestion et tout ça. Donc il y a par exemple par Casa, il y a il y a maintenant l'investissement sur le bus. Avant était. En même temps, il y a la continuation du tramway pour desservir d'autres quartiers à l'échelle soit de Rabat, soit de Casablanca. Et je vous remercie. Merci. Allô? Là, j'ai de l'anglais dans les oreilles. Là. Non, c'est bon? Ok. Et là, ce que j'entends. Je m'entends plus. C'est bon, là? C'est bon? Là, j'ai deux options. Il est 18. Visiblement, ils sont assez à cheval sur l'heure. Vous m'entendez là? J'entends plus rien. Donc, il reste une douzaine de minutes. Soit je vous fais une petite synthèse, mais ça va prendre pas mal de minutes. Soit je passe comme vous voulez. Il y a des questions. Là, on va peut-être privilégier les questions. Je vois qu'on a une personne là qui est prête à poser la question. Si je vous la ferai, mais c'est vrai que c'est assez long. Vous aviez abordé beaucoup d'éléments. Peut-être que vous avez ces documents qui sont disponibles, peut-être après, ou des choses comme ça, parce que vous aviez beaucoup de chiffres, etc. OK. Regarde s'il marche. Merci. Alors, merci pour ces... Vous m'entendez? Ça va, très bien. Merci pour vos interventions, qui se complètent très bien d'ailleurs. Alors, j'ai deux questions qui sont d'ailleurs en lien avec les négociations en cours. La première, c'est sur effectivement tout ce qu'on appelle la finance verte, hein, donc les fonds climat, etc. Alors, évidemment, ça change d'un fonds à l'autre, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une grande partie de ces fonds qui sont en fait des prêts. Et ce qui pose énormément de problèmes, alors peut-être moins des pays comme le Maroc, qui a un niveau de développement déjà assez avancé, notamment pour les pays africains, et on s'aperçoit que les pays africains sont en train de s'endetter pour aller vers adopter des technologies vertes. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Comment on peut solutionner ce problème? Je vous laisse la réponse. Et puis la deuxième question, c'est sur les technologies vertes. Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, et c'est vrai que le Maroc est bien avancé dans ce domaine-là, vous l'avez relevé, mais c'est quand même la Chine qui maîtrise les technologies vertes, que ce soit les batteries, les éoliennes, le solaire, on n'en parle même plus. Ils sont à 95%, les panneaux solaires sont fabriqués en Chine. Et on voit bien dans les négociations en cours qu'il y a une sorte de pression effectivement de la Chine pour justement adopter des technologies vertes. C'est ouvert, ça y est. En sachant que c'est effectivement la Chine
qui va offrir, entre guillemets, vendre ces technologies à l'ensemble des pays du monde, y compris d'ailleurs les pays européens, hein, puisque les États-Unis commencent à être un petit peu hors jeu dans ce domaine-là. Donc comment est-ce qu'on peut, quelle stratégie adopter pour ne pas justement créer de nouvelles dépendances, que ce soit par rapport à la dette, que ce soit par rapport aux technologies vertes? Merci. Alors, on peut répondre à la première question d'abord. On va prendre votre deuxième question. Merci beaucoup. Ma question est pratiquement dans le même sens. Moi, je suis du Togo. Ok. L'inclusion sociale qui suit cette transition vers les énergies renouvelables. J'ai coupé votre intervention en cours. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ça, mais est-ce que le Maroc a pris des dispositions pour que le social puisse vraiment être intégré et pris en compte dans cette transition vers les énergies renouvelables dans le transport? Voilà, merci. Est-ce que vous m'entendez? Je commence par la dernière question parce que c'est important. J'ai peut-être appelé par exemple notre stratégie de mobilité une stratégie régionale et non pas seulement urbaine. Donc, elle est au sein des villes, mais aussi intercommunale. Donc, quand je dis accessible, c'est de l'inclusion. C'est-à-dire qu'il faut que ce prix soit accessible et permettre à tout le monde de se déplacer dans les meilleures conditions. Et notre point de départ, c'est bien sûr tout ce qui est durabilité, mais tout ce qui est accès à l'emploi pour les citoyens et particulièrement les citoyennes. Et parce qu'on a constaté que le premier facteur qui exclut la femme de l'emploi, c'est le transport. Et donc, c'était déterminant de trouver aux citoyennes marocaines la possibilité de se transporter de manière sécurité et digne. J'insiste bien sûr, digne, parce que des fois, il y avait des transports qui posaient des problèmes aux femmes. Donc maintenant, c'est une histoire réglée. Deuxièmement, je reviens à cette histoire de dépendance qui est très importante. Le Maroc est sur un écosystème de mobilité durable. Donc nous investissons nous-mêmes pour consommer de la mobilité durable, mais également nous investissons pour l'industrie de la mobilité durable. Comme je vous ai dit, le véhicule économique électrique, nous sommes aujourd'hui les champions de la production au niveau de la partie sud de l'Europe et bien sûr du continent, de l'ensemble du continent africain. Ajoutez à cela pour la question énergétique, et vous avez raison de poser la question, c'est qu'il y a des gigafactories qui s'installent au Maroc avec des technologies à la fois chinoises et des technologies européennes et en utilisant de la matière première, notamment le lithium, qui se trouve au Maroc. Donc l'idée, c'est justement combler un peu ce déficit et faire face à cette menace de dépendance qui peut guetter le Maroc en tant qu'écosystème, en tant que consommation, mais aussi les partenaires du Maroc, notamment l'Union européenne. Troisièmement, la stratégie de mobilité urbaine. Bien sûr, il y a une vision globale de tout ce qui est transport par le ministère des Transports, mais tout ce qui est stratégie de mobilité urbaine émane d'un dialogue entre le ministère de l'Intérieur et les collectivités territoriales et les PDR. C'est une discussion, un va-et-vient permanent. Jusqu'à aujourd'hui, on continue d'ailleurs de fine-tuner, d'apporter des ajustements. Mais l'émanation principale de la vision de la mobilité urbaine, c'est le ministère de tutelle des collectivités territoriales, qui est le ministère de l'Intérieur. Et je voulais terminer par quelque chose d'important.
la région Casablanca-Stade, c'est la première région en termes économique, on va résumer. Donc, c'est le tiers du PIB, c'est 22% de la population, c'est presque la moitié de l'industrie et de l'export. Et donc, c'est aussi presque la moitié de la pollution. Donc, nous sommes partis de ce constat. Et nous avons énormément et nous continuons. C'est pour ça que c'est une conviction. Quand vous me voyez parler comme ça, c'est vraiment une conviction que nous avons, qu'on a partagée et sur laquelle nous investissons beaucoup. Alors, et on a commencé à faire des choses. Vous avez cité des choses concernant la mobilité. On en a d'autres. On n'a pas le temps d'en parler. Un jour, on en reparlera. Mais surtout, je vous l'ai dit qu'on a mis en place un système on a des KPIs et un système qui nous permet de suivre ces KPIs. On a investi dans des stations d'observation de l'air, de la qualité de l'air au niveau de la région. Et donc, je vais vous montrer 3, malheureusement on n'a pas d'écran, mais je voudrais que vous voyez un petit peu ces feuilles, ces pages. Juste regardez les couleurs entre le rouge. Je vois et puis après vous les faites passer. Regardez entre 2023, 2024, et 2025. Alors observez les points rouges et les moins rouges. On a commencé en 2023, il y avait 8 stations d'observation. Donc on a commencé à déployer notre PDR et on a investi dans d'autres stations d'observation. 2024, on est à 12. 2025, nous sommes à 15. Répartis dans la région et nous continuons à investir. Les points rouges en 2023 sont nombreux. 2024, c'est réduit. 2025, nous n'en avons plus dans les observations. Et tout ça à la faveur de toutes les actions qui ont été mises en place déjà. On a moins de véhicules polluants. On a des voies de circulation plus larges et donc on s'arrête moins, on pollue moins. On a des parkings, comme a dit notre ami, et également, on a interdit l'entrée à Casablanca d'industries polluantes. On n'autorise plus d'industries polluantes au niveau de la grande agglomération Casablanca. La région, on reçoit un peu à l'extérieur, mais pas dans la métropole. Et c'est son voisinage immédiat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire un effort dans ce domaine, vous pouvez faire circuler maintenant, dans ce domaine, l'investissement porte. Maintenant, l'effort que fait le Maroc, je dirais qu'il est presque au-dessus de ses moyens. Et donc, on a besoin, et vous avez tout à fait raison de le dire, on va à un moment arriver à la conditionnalité, on dit voilà, on a fait... Mesdames et messieurs, chers partenaires, aidez-nous à continuer. Cet effort est probant. Donc, aidez-nous à aller plus loin. Nous sommes un bon élève, mais nous sommes aussi un bon cas d'école. Merci. Merci. Écoutez, là, il est 10h30. Donc, la synthèse, là, c'est un peu délicat de la faire parce qu'elle sera un petit peu longue. Peut-être quand même un petit message global. Hein. Il y a quelqu'un qui veut intervenir, Oui, pardon. rapidement, on parle. Allez-y. Oui, par rapport à la question concernant les fonds du GCF et d'autres, effectivement, il y a cette question de prêt à un taux d'intérêt un peu haut. Ils sont en train de réviser leur stratégie parce que c'est un point qui a été négocié dans ces derniers COP. Je sais que le financement de GCF en particulier, il y a différentes modalités et certes, c'est un peu complexe. Mais au niveau de la prise de décision financière du GCF, je pourrais vous dire les critères de cette prise de décision. Il y a le changement de paradigme, c'est-à-dire financer des projets qui favorisent un développement transformateur bas carbone et résilient face au climat. Et il y a l'équivalence aux subventions, c'est-à-dire utiliser une comptabilité normalisée en équivalent subvention pour permettre la comparaison des montants entre instruments financiers. Et il y a la concessionnalité minimale, n'accorder que le niveau de concessionnalité nécessaire pour rendre le projet viable. Et le financement mixte, bien sûr, on en a parlé. Il n'y a pas d'éviction, c'est-à-dire le GCF n'évincera pas les financements potentiels du secteur public ou privé.
et finalement la solidité financière, c'est-à-dire seules les activités génératrices de revenus seront soutenues par des prêts de fonds. Donc je sais que voilà, ils sont en train de réviser leur stratégie et ils sont même en train de décider bientôt un bureau régional de la région MENA. Le Maroc, c'est parmi les candidats. J'espère qu'on aura un bureau régional qui pourrait peut-être pour promouvoir plus de financement pour les projets au Maroc. Heureusement, plus de grants que de prêts et pas à des taux d'intérêt hauts. Voilà, merci. Juste très brièvement, je pense que pour les fonds verts, il y a deux aspects qui sont très critiques. Le premier, c'est qu'on doit déjà augmenter le pourcentage des grants dans le fonds vert. Et le deuxième, on doit vraiment négocier pour des meilleurs tarifs, surtout pour les pays qui sont les moins développés et qui sont en voie de développement. Donc, ce n'est pas acceptable et ce n'est pas juste ni au niveau local ni au niveau national que les pays qui subissent les impacts du changement climatique doivent aussi s'endetter pour adresser le changement climatique. Et la deuxième chose que vous avez mentionnée sur les nouveaux dépendances vers la Chine ou vers les autres pays, parce qu'il y a des minéraux rares qui nous permettent de faire la transition énergétique, je pense que la meilleure façon de l'adresser, c'est l'efficacité et la durabilité dans le système qu'on établit au niveau local et au niveau national. Moins on parle de l'efficacité énergétique, on parle de système multimodal en termes de transport. Et il ne faut pas penser que tout le monde qui a une voiture diesel aujourd'hui va passer aux voitures électriques. Il faut développer d'autres systèmes qui nous permettent d'optimiser le système ou le plan d'urbanisme et après qui permettra d'être moins dépendant à n'importe quelle source ou des ressources rares qu'on doit utiliser. Bravo. Donc là, on doit terminer la session. Juste un mot, je reprendrai les mots de M. Mazouz tout à l'heure en disant que le Maroc vraiment compte vraiment sur lui-même. C'est vrai que sur le plan technique, vous maîtrisez la fabrication des véhicules électriques. On voit qu'il y a énormément d'outils de financement, qui soient au niveau européen, internationaux et locaux. Donc il y a des outils financiers, il y a la technicité, il y a la volonté politique au niveau national et infranational, qui est aidée par de la formation. Donc on voit qu'il y a l'ensemble des moyens sont là, sont présents. Et l'objectif, ça serait de bien relier tous ces éléments-là pour arriver donc, à une décarbonation là, dans les horizons que vous avez cités, 2035 et 2050. Donc, et l'importance à la fois de la ville, qui est vraiment le centre de tous ces éléments-là, et puis changer les comportements, parce que si le citoyen ne change pas aussi ses comportements, les outils techniques ne suffiront pas. Donc voilà. Écoutez, désolé, je voulais faire une synthèse un peu plus longue, mais on n'a pas le temps. Donc voilà, je vous remercie, et puis bon après-midi, bonne journée.